Bonsoir à chacun d'entre vous. Nous sommes heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour ces sessions de webconférence de la F3M qui sont consacrées au myélome multiple. Nous sommes aujourd'hui avec deux intervenantes que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, dirais-je, ceux qui nous sont fidèles, et nous sommes vraiment très contents de cette fidélité qui s'exprime à la fois par votre présence nombreuse et qui s'exprime aussi déjà à travers les premiers messages qui nous arrivent sur le chat. Et ça, c'est vraiment un grand plaisir que de vous avoir avec nous. Le titre de cette webconférence, eh bien, c'est « À vivre ouvert ». À vivre ouvert, ce sujet, et nous en avons débattu ensemble avant de lancer cette webconférence, c'est sur la souffrance psychique. C'est à la fois comment elle se manifeste et aussi quelles solutions trouver lorsqu'on est confronté à la maladie du myélome. Donc le titre de cette webconférence, prévenir et identifier la souffrance psychique. C'est aussi l'occasion, alors que la 4e session du MOOC va bientôt commencer, à partir du 3 mai prochain, de vous proposer de la rejoindre. Et en fin de session, nous vous rappellerons l'adresse du site de la F3M, comprendre le myélome et vivre avec. Et vous aurez l'occasion également d'assister à de nouvelles webconférences sur différents sujets qui seront réservés aux participants du MOOC. Merci à tous ceux qui nous viennent de beaucoup d'endroits différents, des Yvelines, de l'Hérault et d'autres endroits. Vous pouvez utiliser, et vous l'avez compris, le chat. Alors le chat, pour ceux qui sont familiers, eh bien pas de souci, ils y sont déjà. Et puis pour ceux qui le sont moins, vous avez sur la droite de votre écran deux onglets. Un onglet chat où vous pouvez vous exprimer pour entre vous pour dire bonjour, pour des commentaires particuliers. Et puis vous avez un deuxième onglet qui est celui des questions. Voilà, celui des questions, eh bien, s'adresse à nos intervenantes du soir, c'est-à-dire à Karen Kreuther et puis à Valentine Baheux que je vais présenter. Donc deux onglets, l'onglet chat et puis l'onglet questions. Voilà, donc tout cela est à votre disposition. Vous entrez votre message dans le bas de l'écran et ensuite vous appuyez sur envoyer ou tout simplement sur entrée le bouton entrée de votre ordinateur. Voilà. Alors sans plus attendre, eh bien Karen qui est à côté de moi sera l'une de nos deux intervenantes. Elle est oncopsychologue au sein de l'AP-HP, donc les hôpitaux de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, et également intervenante en tant qu'oncopsychologue dans un cabinet. Voilà. Valentine représente ce soir l'association française de lutte contre le myélome multiple, la F3M. Elle est patiente et témoignera auprès de nous de son vécu. Elle est également bénévole et elle sera, vous la retrouverez également comme tutrice dans le MOOC. Pour ma part, j'ai le rôle que vous connaissez pour certains d'entre vous, qui est en quelque sorte de Monsieur Loyal, c'est-à-dire que je ferai en sorte que les questions que vous posez puissent être prises en compte. Voilà, Audrey est invisible devant vous, mais elle travaille à la préparation de toute cette session. Voilà, le sommaire que nous vous proposons se déroule en deux parties. La première qui concerne effectivement les différentes manifestations de cette souffrance, différentes manifestations à différents moments du parcours, et Karen vous décrira entre guillemets ce cheminement. Et puis la deuxième partie qui s'ouvre vers des perspectives, c'est c'est celle qui concerne les ressources et les solutions que l'on peut trouver en soi, mais que l'on peut trouver avec les autres. Sans plus attendre, je passe la parole, pardonnez-moi, à Karen. Voilà, Karen Kreuther, c'est à vous. Bonsoir à tous. Écoutez, heureuse de vous retrouver pour ceux que j'ai déjà rencontrés, et très heureuse d'accueillir ceux qui n'étaient pas parmi nous jusqu'à présent.
On va parler ensemble ce soir de la souffrance psychique dans le cadre de cette épreuve du myélome. Alors c'est un peu, ce terme comme ça a l'air un petit peu technique, mais ça englobe en réalité des tas d'émotions, de sentiments très humains, des choses qu'on partage, qui sont relativement universelles et qu'on partage durant cette épreuve. Moi, tout en vous donnant quelques petits éléments, quelques petits repères, peut-être pour la compréhension de certaines situations, l'idée, c'est quand même d'enrichir tout ça de vos propres témoignages, de vos perceptions, de la manière dont vous le vivez et dont vous trouvez des solutions. C'est pour ça qu'une grande place sera faite à ces échanges, à vos questions et à la manière dont on peut intégrer votre propre vécu à cette réflexion sur ces difficultés psychologiques, de quelle manière elles s'expriment et comment on peut en tout cas les accompagner, sinon les éviter évidemment, mais les accompagner et peut-être un petit peu mieux les identifier et se rappeler les ressources à la fois externes mais aussi personnelles et dans notre environnement qu'on peut avoir pour vivre le mieux possible cette épreuve de la maladie. Alors, en introduction, j'ai envie de dire, la souffrance psychique, elle est intrinsèque. Elle est d'abord intrinsèque à l'existence de chacun d'entre nous, de chaque être humain, mais aussi intrinsèque à l'épreuve du myélome et du cancer en général. C'est-à-dire qu'elle fait partie, bien entendu, du vécu et du parcours et de cette épreuve de vie qu'on a à traverser quand on tombe malade. Alors, pourquoi finalement cette souffrance est intrinsèque? D'abord, parce qu'on a longtemps cru, ou en tout cas on a voulu penser, qu'on était éternel. Et on vit un peu comme si on l'était. En tout cas, on vit un peu comme si on avait beaucoup de temps devant nous. Et quand on nous annonce un tel diagnostic et qu'on ressent finalement cette fragilité nouvelle, et là, on prend vraiment conscience de cette précarité de l'existence. Et ça, forcément, ça produit à la fois des difficultés, bien sûr, psychiques, relationnelles, mais aussi, c'est aussi force de questionnement et de renaissance, de vivre autrement, on va dire, de voir les choses différemment. Donc ça fait aussi partie des ressources qu'on peut rencontrer sur ce chemin difficile de la maladie. Et puis, quand on tombe malade, on se dit, mais j'ai encore tellement de choses à vivre. Ça n'arrive jamais au bon moment, bien évidemment, une telle épreuve. Même si aucune existence n'est en réalité épargnée par la maladie, que ce soit celle-là ou une autre. Et puis, pourquoi de la souffrance psychique? Parce que nos repères volent en éclats. Ma vie, mes projets, le statut que j'ai socialement, professionnellement, la façon dont j'ai organisé mon existence, les valeurs, les principes sur lesquels j'ai fonctionné, je continue à fonctionner, tout ça, finalement, ça vole en éclats. Et qu'est-ce que je fais de ça? Et forcément, même si c'est aussi source d'enrichissement, bien sûr que c'est source de souffrance psychique, pour soi et pour son entourage. Et puis, quand on vous annonce un tel diagnostic et qu'on se sent menacé dans son intégrité, pourquoi de la souffrance psychique nécessairement? Parce que finalement, ça met à l'épreuve l'angoisse de séparation. Avoir peur de mourir, finalement, c'est avoir peur de quoi? C'est souvent, finalement, souffrir à l'idée d'être séparé de ce qu'on aime. Ce qui explique d'ailleurs que durant cette épreuve, on se ressente beaucoup sur la dimension affective, parce que finalement, c'est ça qui donne du sens à l'existence. En tout cas, c'est comme ça souvent qu'on lit cette nouvelle réalité. Donc, subir cette épreuve, c'est aussi ressentir cette angoisse, peut-être à un moment donné d'être privé, pas seulement de l'existence, mais des liens, des siens, de l'amour, du partage. Et quand on discute effectivement avec vous et avec d'autres malades,
on se rend compte que cette problématique, elle est très présente dans la production de cette souffrance psychique. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est absolument tous capables de dépasser l'épreuve. Tous. Tous, on est capable de la dépasser parce que la pulsion de vie est très forte, parce qu'on a des ressources souvent insoupçonnées, on se surprend soi-même, hein, même s'il y a des moments difficiles, et que oui, on arrive à dépasser, on arrive à retrouver un équilibre. Donc ça, c'est la chose extrêmement positive. Et même d'ailleurs, sans en avoir la volonté. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent quasiment indépendamment de notre volonté. Donc ça, c'est extrêmement rassurant. Donc bien sûr fragilisé, mais aussi avec des ressources. Alors cette souffrance psychique, elle apparaît quand? En fait, elle peut apparaître à n'importe quel moment du parcours de la maladie. Avant le diagnostic, parce que pour certains d'entre vous, il y a quand même une errance diagnostique, avec une période où on ne se sent pas bien, où il y a des symptômes, où il y a du questionnement, de l'angoisse, et où on ne comprend pas, et on ne trouve pas de réponse, et on ne sait pas ce qu'on peut faire, et on subit. Donc cette période-là peut produire bien sûr de la souffrance. Et puis il y a l'annonce du diagnostic, on en a déjà parlé lors d'une webconf précédente, c'est bien sûr le diagnostic produit un choc, alors certains vont utiliser tsunami, certains disent le ciel m'est tombé sur la tête, etc. Quelque chose de violent qui va nous ébranler avec éventuellement de l'angoisse, de l'effondrement, une difficulté à même intégrer la réalité de cette épreuve-là qui se présente à nous. Donc là, évidemment, on est psychiquement fragilisé avec des manières différentes de l'exprimer. On l'a vu ensemble précédemment, mais on peut le rappeler pour ceux qui n'étaient pas là à cette webconférence. On peut réagir par le déni, c'est-à-dire être quasiment dans une anesthésie émotionnelle, affective, etc., en se disant mais ah bon, je suis malade, et en fait ne pas du tout intégrer, réaliser ce qui nous arrive. Donc là, on est dans une difficulté d'adaptation, un inconfort, d'ailleurs pas seulement pour nous, souvent pour l'entourage qui est très déstabilisé par cette réaction. On peut s'effondrer, on peut pleurer, on peut être désespéré. On peut être très angoissé au moment de l'annonce du diagnostic, se poser beaucoup de questions, avoir très peur de mourir, peur de souffrir, peur de ne pas être capable d'assumer certaines choses, peur de l'inconnu, voilà, donc peur pour les siens, donc de l'angoisse, bien sûr. On peut faire preuve d'un relatif fatalisme, mais aussi, dans ces cas-là, parfois lâcher un peu, se décourager, ne pas se sentir capable, perdre la motivation, voilà. Donc ça aussi, ce sont des choses qu'on peut ressentir quand on voit l'ampleur des choses qu'on va devoir assumer. Et puis il y a la souffrance psychique pendant la prise en charge, pendant les traitements, des traitements qui sont lourds, avec de l'incertitude, donc on doit attendre de savoir si ça a bien fonctionné, on est dans l'attente effectivement d'informations constamment pour pouvoir se repérer, mais aussi parce que au-delà de l'incertitude liée à l'efficacité du traitement, il y a tout l'impact des effets secondaires. La perte de certaines capacités, en tout cas la baisse de certaines capacités, les difficultés relationnelles ou de communication, la fatigue, la douleur, voilà, toute la cohorte. Évidemment, je ne l'explique pas à vous qui avez, pour bon nombre d'entre vous, traversé cette épreuve de traitement, combien les traitements, les effets secondaires et tous les aléas de la prise en charge peuvent produire de la souffrance psychique. Et puis, il y a l'après, ce qu'on appelle l'après-cancer. Alors, c'est toujours un peu, moi, je trouve ça toujours un peu curieux comme expression, l'après-cancer, parce que beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, ne ressentent pas réellement ça comme un après. Peut-être après les traitements les plus lourds, etc. Mais enfin, la rémission, c'est pas forcément un après. On est encore un petit peu dedans, même si nos proches souhaiteraient que ce soit un après. Et donc, cette période-là, d'ailleurs, Valentine va en témoigner, peut aussi produire beaucoup de difficultés d'adaptation, beaucoup de souffrances psychiques, alors même que tout le monde s'attend à ce qu'on aille bien. Donc ça, de la souffrance psychique, on peut en avoir durant toutes ces périodes et peuvent passer dans nos têtes le sentiment d'injustice, de la colère, de l'incompréhension, un sentiment de perte d'estime de soi, de perdre son statut, de se sentir une charge éventuellement pour son entourage. Ça aussi, ça peut faire souffrir. La perte de son autonomie, le fait d'abandonner certains projets, tout ça, ça peut être source de difficultés. Et c'est tout à fait normal, humain, de les ressentir.
Au niveau justement de cette souffrance psychique, moi, j'ai quand même envie de vous dire, parce qu'on nous dit c'est normal, alors soit je vais y arriver, soit je vais serrer les dents et ça va passer, c'est normal de pas aller bien, ou il faut aller bien, enfin, il y a aussi toutes les injonctions. Déjà, avoir le moral tout le temps, c'est absolument impossible. Je l'ai dit lors de la précédente webconférence, je le redis, c'est impossible humainement. Donc, quand on nous dit il faut avoir le moral, ça n'a aucun sens, à part culpabiliser, angoisser et rompre un petit peu le dialogue, c'est tout ce que ça produit. Enfin, il faut comprendre aussi nos interlocuteurs qui veulent bien faire et qui savent pas trop, qui sont eux-mêmes déroutés, déstabilisés, qui savent pas trop comment se comporter. Donc, avoir le moral tout le temps, c'est impossible. Avoir des moments difficiles, des passages à vide, etc., c'est normal. Ça justifie pas forcément une prise en charge spécifique, même si un accueil, une écoute, un accompagnement, tout ça, c'est toujours bénéfique. Par contre, dans certains cas, cette souffrance psychique, elle est vraiment aiguë et elle nécessite une prise en charge spécifique. Et il est important de ne pas passer à côté. Par exemple, presque 45% des patients vont présenter un état dépressif à un moment ou à un autre de la prise en charge, que ce soit au moment de l'annonce ou dans l'après-cancer. C'est considérable. L'anxiété majeure, c'est-à-dire, je vais vous la décrire un peu plus en détail, ça concerne 30% des patients. Donc ça, ces états-là qu'on appelle, nous, des états psychopathologiques, c'est la souffrance psychique, mais qui atteint un tel niveau, un tel degré, qu'il est extrêmement compliqué de la gérer soi-même. Hein. C'est que là, on est vraiment débordé et nos propres ressources sont même bien mobilisées, vont avoir du mal à dépasser cet état, on va dire. Alors, pour vous donner certains repères, au niveau de la dépression, par exemple, alors c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'avec la maladie on peut se sentir fatigué, tout ça, donc c'est un peu, des fois c'est difficile de faire la part entre une possible dépression et les symptômes de la maladie et des traitements. Mais au niveau de la dépression, par exemple, si vous vous sentez tout le temps triste, que vous êtes hyper émotif, que vous pleurez, que vous vous réveillez sur le coup de 3-4 heures du matin toutes les nuits, que vous avez une perte d'estime de vous-même, que vous n'avez plus envie de faire les choses qui vous faisaient plaisir avant, que vous avez des idées noires, voire parfois des idées suicidaires, en vous disant finalement ce serait peut-être mieux que ça s'arrête plutôt que de devoir subir ça. Si vous vous repliez, toutes ces choses-là, ça peut vraiment indiquer que vous souffrez réellement d'un état dépressif. Et dans cette situation, il faut en parler. Et parfois, un traitement peut être très utile. Il y a des traitements très bien tolérés qu'on peut prendre 3 à 6 mois et qui aident vraiment à passer le cap. Je ne suis pas pro-médicament, mais il ne faut pas non plus être anti-médicament. Il y a des moments, ça peut vous être très utile. Au niveau de l'anxiété majeure, si effectivement vous êtes extrêmement irritable, tout le temps à la recherche d'informations et vous cristallisez, vous êtes attentif qu'aux plus mauvaises informations que vous trouvez, si vous devenez un petit peu obsessionnel sur certaines choses, si vous êtes plus facilement en colère, si vous êtes très réactif, si la moindre chose vous déstabilise, si le changement est très perturbant par rapport à votre habitude, hein, parce que si c'est votre personnalité, c'est différent. Si éventuellement des nouvelles phobies apparaissent ou des phobies anciennes s'aggravent, si vous sentez une réelle appréhension des troubles physiques quand vous devez aller à l'hôpital ou quand vous devez prendre certains traitements, là, il faut vraiment en parler au médecin parce que vous pouvez aussi avoir une anxiété majeure que vous allez avoir beaucoup de mal à dominer par vous-même. Donc ça, c'est juste pour vous sensibiliser sur le fait que c'est très important de ne pas banaliser certains signes. Hein. Par exemple, vous donnez un petit repère. Si vous vous sentez très fatigué, mais que le repos ne vous soulage pas. Alors, les gens vont vous dire, t'es fatigué, repose-toi, repose-toi, repose-toi. Quand on est malade, on n'arrête pas de nous dire de nous reposer. On a l'impression qu'on doit reposer tout le temps. Et en fait, si en dépit de ce repos et de ce peu d'activité, vous vous sentez toujours aussi fatigué, probablement qu'il s'agit davantage, même si vous avez de la fatigue liée bien sûr à la maladie, mais que là, on a quand même affaire à des troubles dépressifs. C'est-à-dire que dans le cadre de la dépression, il y a une fatigabilité très importante qui n'est absolument pas soulagée par le repos et au contraire, qui est soulagée par l'activité. C'est le fait de se ressourcer, c'est le fait d'être actif, d'avoir une vie sociale qui va améliorer l'état de fatigue. Voilà. Donc, pour vous donner quelques repères comme ça, j'arrête peut-être pour cette partie un peu plus descriptive pour que je puisse répondre à vos questions ou à vos réactions, que ce soit un peu plus incarné.
Alors, est-ce que Valentine, tu as des choses qui… Oui, oui, oui. Alors, on va commencer par une première question. Alors, il y a pas mal de réactions du coup sur le chat, parce que autant de la part des aidants que des malades, notamment Laurent qui souhaiterait connaître la différence entre la douleur et la souffrance. Est-ce que tu pourrais l'éclairer et nous éclairer par rapport à ça? On parle, quand il s'agit de difficultés psychiques, on parle de souffrance pour la douleur psychique, on va dire. C'est plus un terme consacré. Quand on parle de la douleur, c'est vrai que dans le langage courant, on peut dire douleur morale. En fait, dans le langage plus professionnel, on dit souffrance psychique. Et quand on parle de souffrance, on parle d'un état global, en fait. La douleur, en fait, on est sur quelque chose de plus identifiable. Sur quelque chose en général qu'on associe à quelque chose de physique, de plus identifiable, de plus mesurable. La souffrance, c'est pour ça que pour les troubles psychiques, on parle plutôt de souffrance. On est sur des perceptions difficiles, somme toute douloureuses, source d'inconfort, etc., mais de manière quasiment globale, c'est-à-dire c'est un état un peu envahissant, un peu indéterminé. Donc, la souffrance, on est dans quelque chose effectivement de plus global que sur la douleur. D'accord, ok. Alors, il y a Sophie aussi, bon là, ce sont des témoignages, mais qui est, alors peut-être pas en souffrance psychique, mais en tout cas très angoissée à chaque examen mensuel avec la fameuse électrophorèse des protéines. Christian qui est aidant, et qui rejoint aussi une question de Bernard par rapport à la fatigue, à l'asthénie. Et tous deux voilà, se disent, les aidants sont parfois très inquiets pour leurs proches. Est-ce que pour eux, on peut parler aussi de souffrance psychique et comment eux doivent affronter aussi l'accompagnement de leurs proches malades? Alors, je vais juste, pour ne pas oublier les premières questions, Valentine, pour l'angoisse réactivée à chaque examen, alors ça, c'est une forme de souffrance, mais elle est tout à fait normale. Alors, ça ne va pas forcément vous remonter le moral, mais quand on a effectivement été tant insécurisé par un diagnostic et quand on a été si menacé dans son intégrité, dans son corps, en fait, on conserve une insécurité. Ça, c'est le côté, c'est l'héritage de cette épreuve. C'est il y a d'autres choses dont on parlera tout à l'heure qui sont positives, qui permettent d'équilibrer et voire même d'avoir un bilan très positif psychiquement de cette épreuve. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que chez la plupart des personnes, même à distance de la maladie, on garde une certaine anxiété et en tout cas une réactivité par rapport à des événements comme des consultations, des bilans, etc. Et donc, on a cette appréhension. Alors, si cette appréhension, elle est vraiment localisée, si j'ose dire, dans le temps, juste avant des résultats d'examen, et qu'elle n'est pas complètement envahissante, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une bouffée d'angoisse, tachycardie, transpiration, limite de l'évanouissement, vraiment une bouffée d'angoisse, on est sur quelque chose d'à peu près adapté. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas utile d'en parler et puis de chercher des solutions, mais ça veut dire qu'on est dans quelque chose, malheureusement, qui est un petit peu constitutionnel du parcours psychique face à une telle maladie. Ce qu'on constate souvent, c'est qu'à distance de l'épreuve, en tout cas à distance de la phase dure et lourde de la maladie, en ayant des bons résultats régulièrement et en retrouvant à peu près son équilibre et en reconstruisant sa vie, etc., souvent, cette anxiété va s'alléger. Voilà, on sera moins réactif. Quand on aura de l'anxiété, elle sera moins importante. Si ce n'est pas le cas, si vous gardez effectivement une angoisse importante, puissante, très souvent réactivée, là, c'est pareil, il faut en parler. Il y a probablement besoin à la fois peut-être d'une prise en charge médicamenteuse, et elle peut être qu'à certains moments, mais aussi probablement un accompagnement psychologique pour pouvoir aborder certaines questions et pouvoir essayer de prendre de la distance et par rapport à des choses qui restent très compliquées. Pour les aidants, là, évidemment, ça concerne les aidants et la souffrance psychique concerne les aidants.
On en parle effectivement dans la deuxième partie un peu plus. D'abord, se rappeler que l'aidant souffre. Ça, c'est déjà une bonne chose parce que souvent, l'aidant ne s'autorise pas à dire qu'il souffre. Donc, bien sûr que c'est difficile, qu'il souffre lui aussi de cette situation et qu'il a souvent quand même moins de ressources, moins la possibilité d'en parler ou d'être accompagné par rapport à ça. Moi, j'aurais tendance à dire que pour les aidants, même de manière préventive, c'est très important d'être accompagné, de pouvoir en parler, de rencontrer éventuellement un psychologue. Dans les services, on prend en charge aussi les aidants, l'entourage. D'éventuellement de contacter les associations, voilà, ou Life 3M, ou, voilà, pour pouvoir avoir une écoute, un espace, parce que bien sûr, l'aidant doit être accompagné pour pouvoir continuer à trouver les ressources d'aider celui qui est malade. Voilà, donc bien sûr, la souffrance de l'aidant existe et un accompagnement pour l'aidant est tout à fait souhaitable. Il faut se l'autoriser. D'accord. Pour revenir aux résurgences comme ça par rapport à certains examens mensuels, je voulais aussi du coup relayer un autre témoignage, justement par rapport à la peur de la rechute. Je pense qu'on peut mettre ça en lien justement avec l'épreuve des examens mensuels. On a l'impression de revivre des angoisses qu'on a vécues durant la maladie ou pendant le diagnostic. Voilà, est-ce que tu peux… Alors, c'est ce que, voilà, il y a une chose aussi qui fait partie de cette épreuve, c'est l'incertitude. Et ça fait partie aussi des dimensions qu'on va avoir à gérer et psychiquement qui sont source de difficultés. Voilà, c'est cette incertitude. Bien sûr, même si on va bien, même si on se sent bien, même si on arrive à retrouver son équilibre, il y a de l'incertitude et on a peur de la rechute. Alors, c'est toujours la même chose, c'est une question effectivement d'intensité. Avoir peur de la rechute et donc quelque part de mourir prématurément, parce que c'est quand même aussi la question, c'est aussi une force. C'est-à-dire ça nous permet aussi de faire des arbitrages dans notre vie, de nous recentrer sur ce qu'on a envie de faire, de nous rappeler à nos valeurs, de profiter de l'instant présent. Cette insécurité, cette incertitude, elle produit quand même de la qualité de vie et de la qualité de relation et de la qualité d'être, si j'ose dire. Mais bien sûr, c'est très inconfortable. Et si c'est quelque chose d'envahissant, si cette peur de la rechute, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien ou qui déborde énormément, là, je vous invite vraiment à vous faire accompagner. Parce que c'est en parlant, en partageant, en allant soi-même comprendre un petit peu les mécanismes et aussi les leviers qu'on a à l'intérieur, les ressources qu'on peut avoir, qu'on arrive à intégrer cette incertitude d'une manière moins handicapante, moins envahissante et plus comme une force de vivre autrement et de vivre mieux. D'accord. Alors, Jean aussi nous dit que voilà, dans l'état dépressif décelé, pourquoi la seule réponse apportée est-elle médicamenteuse? L'aide psychologique est rarement proposée et souvent prise en charge par le patient. Voilà. Alors pourquoi plutôt des médicaments? Parce que c'est en général le médecin qui répond à la demande. Donc lui, le médecin, il prescrit des médicaments. Et on sait que ces médicaments sont efficaces. Donc, déjà, je peux vous dire que c'est pas de la magie, c'est pas chacun à son interprétation. Évaluer un état dépressif, il y a une classification nosographique des maladies mentales, il y a une classification nosographique des troubles psychiques en général. Diagnostiquer une dépression, c'est simple. C'est-à-dire qu'on peut savoir si vous avez une dépression ou pas. C'est-à-dire que c'est pas juste interprétatif, d'accord? Donc, si le médecin identifie une dépression, c'est parce qu'il a repéré un certain nombre de symptômes. Si vous avez effectivement des troubles dépressifs importants, le médicament est utile, mais il n'est pas forcément nécessaire. Dans certaines manifestations de troubles dépressifs qu'on peut ressentir au cours de cette épreuve, on n'a pas forcément besoin de traitement pour les dépasser. D'ailleurs, parfois, un accompagnement peut tout à fait suffire. Donc déjà, ce n'est pas nécessairement le médicament. Par contre, il peut être très utile, mais je suis d'accord avec vous, il ne suffit pas. Pourquoi l'aide psychologique n'est pas forcément proposée?
D'abord parce que tous les médecins ne sont pas convaincus de l'utilité d'un accompagnement psychologique ni de la compétence des psychologues. Ceci dit, hein, comme dans tous les métiers, il y a des bons et des moins bons. Hein. C'est pour ça que j'encourage éventuellement les gens à changer de professionnel s'ils ne se sentent pas pris en charge de manière efficiente. Mais en tout cas, tous les médecins ne sont pas convaincus réellement de la plus-value. Déjà, ça c'est une réalité. Pour ceux qui sont convaincus de la plus-value, ils ne savent pas forcément comment présenter les choses ou comment en parler, parce qu'il peut y avoir une réticence chez les patients qui le prennent des fois, voilà, qui ont des a priori, ou voilà. Donc, les médecins ne sont pas forcément toujours à l'aise pour le présenter, puis ils n'ont pas forcément le réseau vers qui orienter. Il y a des psychologues dans les services, mais en ville, par exemple. Et puis la prise en charge, là, je suis d'accord avec vous, sauf si c'est à l'hôpital ou dans le cadre de réseaux ou dans le cadre d'associations qui peuvent financer des initiatives, ça reste à la charge du patient, sachant que ça évolue, je pense que les choses vont changer et que certaines mutuelles, notamment, prennent en charge au moins en partie ces consultations et que si vous allez vers un médecin psychiatre, par exemple, qui est psychothérapeute, ce qui peut arriver, il y a quand même un remboursement sur la base de la sécurité sociale. Bon, donc bien sûr, c'est pas parfait. Moi, j'espère et d'ailleurs, je suis pour une prise en charge, surtout dans le cadre des pathologies chroniques, de cet accompagnement. Mais bien sûr, bon, il y a encore beaucoup à faire. Mais moi, je travaille depuis plus de 20 ans. Je peux vous dire qu'on a déjà progressé. C'est-à-dire que moi, je suis optimiste. Nous avons déjà progressé par rapport à ce qu'on proposait aux patients il y a 20 ans. Hein. Donc, j'espère que ça va continuer. D'accord. Je vais peut-être refaire parler un peu des ressources, si tu veux, Valentine. Et puis, du coup, on prendra notre question. Ne serait-ce que pour que tu aies aussi le temps de nous parler. Alors, après vous avoir un peu plus parlé des manifestations de cette souffrance, en tout cas, bon, de manière un peu caricaturale, un peu générale, hein, bien sûr, mais voilà, quelques repères que vous avez pu enrichir par votre propre expérience. On a commencé à parler des solutions et des ressources ensemble, bien sûr, hein, puisque voilà, vous évoquez vous-même là spontanément des réflexions, des questions sur qu'est-ce qu'on peut faire pour aller mieux, hein, ou pour se prémunir d'aller trop mal. Alors, dans les ressources, d'abord, dans les ressources externes, on a commencé à parler de l'accompagnement psychologique. Moi, parfois, j'entends effectivement les équipes dire quel patient pourrait bénéficier, serait éligible ou je sais pas quoi, ou aurait vraiment besoin. Honnêtement, alors c'est mon métier, mais après avoir travaillé des années et des années à l'hôpital et avoir accueilli de nombreux patients et de nombreux proches, voire d'être allé voir des patients qui n'avaient pas demandé à me voir pour me présenter et à échanger avec eux, je pense qu'un accompagnement psychologique, c'est utile à tout le monde. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des gens, les besoins ne sont pas forcément les mêmes, hein, bien sûr. Il y a des gens qui vont avoir un besoin plus important, qui vont en bénéficier davantage. Mais quoi qu'il en soit, avoir un échange, pouvoir exprimer son ressenti, ses émotions face à une personne tiers qui n'a pas de jugement de valeur, qui va aider peut-être à prendre de la distance, à mobiliser ses propres ressources, etc. Je pense que de toute façon, c'est positif pour tout patient. Bon, donc déjà, ça c'est ma conviction. Même si, bien sûr, certains peuvent s'en passer. D'ailleurs, on peut toujours s'en passer. Hein, on est d'accord. Hein, c'est vraiment… voilà. Donc, le psychologue, oui. Donc, à l'hôpital, dans le cadre des réseaux de soins, dans le cadre des associations, notamment la Ligue contre le cancer, la F3M peut vous orienter, mais la Ligue parfois propose des consultations prises en charge par la Ligue. Il peut y avoir les réseaux de soins aussi. Il peut y avoir effectivement les centres médico-psychologiques. Il y a des délais importants, mais vous pouvez être accueilli et pas payer la consultation. Et puis après, il y a les psychologues en ville qui, par contre, peuvent être pris en charge pour de plus en plus, en partie par vos mutuelles, si vous en avez. Pour les autres ressources externes, évidemment, il y a beaucoup de moyens aujourd'hui à votre disposition. Alors, c'est variable selon les endroits où vous vivez, bien sûr, hein, on ne va pas être naïf. Habiter dans une grande agglomération ou dans un milieu plus rural, ça ne donne pas non plus les mêmes accès, on est d'accord, hein, faut être lucide par rapport à ça. Mais il n'empêche que de plus en plus, il y a des moyens qui s'offrent à vous, et notamment les soins de support, peut-être un accompagnement social, des thérapies manuelles, de la socio-esthétique, du sport adapté. On a vu l'activité physique adaptée qui maintenant peut être sur prescription médicale, même si elle n'est pas forcément prise en charge. Elle le sera, je pense, assez rapidement. L'art-thérapie, enfin des tas d'initiatives à la fois qui permettent un mieux-être, qui permettent de garder une vie sociale,
qui permettent de libérer certaines tensions, de se réapproprier son corps, de reprendre confiance en soi. Tous ces soins de support sont très importants et même s'ils sont variables selon les endroits où vous vivez, vraiment, renseignez-vous, que ce soit au niveau des services ou au niveau des associations, sur ce qu'on peut vous proposer ou ce qui peut être mis en place pour vous aider. Dans ces ressources, on a aussi tout ce qui relève du couple ou des relations avec les aidants. Ça peut être intéressant de faire une thérapie de couple ou de consulter quelqu'un qui serait spécialisé en sexologie. Certains médecins le sont. Moi, j'ai toujours des références avec moi pour donner aux patients qui en auraient besoin et aux proches qui en auraient besoin. Donc, il y a aussi, je dirais, dans les ressources médicales, non directement, on va dire, liées à la pathologie elle-même, des solutions qui peuvent vous être apportées dans d'autres domaines de votre existence pour améliorer votre qualité de vie et votre vécu de la maladie. Il peut y avoir aussi des initiatives comme des groupes de parole, tout ça. Le fait aussi de vous adresser à des associations, de pouvoir échanger, de pouvoir rejoindre une communauté. Voilà, bon, ça, c'est des choses qui peuvent aussi nous aider à gérer cette souffrance ou à anticiper des souffrances trop importantes. Et puis, je dirais dans une démarche de prévention, je dirais que je vous encourage plutôt à parler de ce que vous ressentez, que ce soit à vos proches, à vos amis, aux professionnels, parce que le fait de s'exprimer déjà, ça libère des choses et ça augmente les chances de trouver des solutions. Et effectivement, pouvoir accepter dès le départ le principe que même si vous pensez pouvoir vous en sortir par vous-même, vous le vivrez d'autant mieux que vous serez accompagné et que vous pourrez bénéficier des ressources qu'on vous propose. Voilà. C'est pas forcément quand on sent que vraiment on est au bout du rouleau qu'il faut essayer de trouver des solutions. Je vous encourage vraiment à ne pas attendre d'être dans cet état parce qu'en général, il y a eu beaucoup de dommages collatéraux liés à cet état, que ce soit personnel, professionnel, social ou au niveau de la relation avec ses proches. Donc, soyez plutôt dans une démarche de prévention et renseignez-vous sur les ressources qu'on peut vous proposer. Et puis, il y a les ressources personnelles. Alors ça, on est tous différents. On n'a pas tous les mêmes ressources, même si on est tous capables de dépasser cet événement. On n'a pas tous les mêmes capacités, la même histoire, les mêmes moyens. Voilà. Donc ça, il y a une variabilité importante. Mais en tout cas, tous capables, c'est sûr. Que dans le meilleur des cas, cette épreuve nous permet de nous projeter dans un nouvel élan, c'est-à-dire une nouvelle façon de vivre. Et ceux d'entre vous qui ont réussi effectivement à trouver les ressources le sentent comme ça, que ça permet aussi peut-être de changer de vie, en tout cas de vivre la vie un peu différemment, avec plus de goût, plus de saveur, plus proche de ses valeurs. C'est aussi du temps pour soi. Donc ça, c'est un peu les bénéfices secondaires de la maladie, parce que finalement, on est un peu pris dans un système, des impératifs, des choses qu'on doit produire, des choses qu'on doit faire dans la vie, voilà, et pas forcément du temps pour soi. Donc c'est aussi l'occasion d'avoir du temps pour soi, même si dans un premier temps, on a du mal à imaginer que ce soit un temps positif. Pourtant, on peut en faire un temps positif. Et alors, pour pouvoir mieux mobiliser vos ressources personnelles, bien sûr, l'accompagnement par un psychologue, ça peut vous aider à mieux les identifier, à mieux les mobiliser. Communiquer avec vos proches, etc. Bien sûr, ça aussi, quand on arrive à le faire, c'est pas toujours évident. Ça vous permet de mobiliser ces ressources. Mais globalement, dans les grands principes, on va dire le fait de privilégier sa vie affective et relationnelle, de préserver une vie sociale, d'essayer de vivre le moment présent, de prioriser des activités qui génèrent du plaisir et du bien-être, de revenir à l'essentiel, d'éviter les fâcheux, les gens qu'on n'a pas envie de voir, les gens qui nous plombent le moral, de déléguer les activités ou les choses qui ne sont pas essentielles et qui sont pénibles, peut-être de s'engager dans une démarche plus spirituelle pour ceux qui le sentent comme ça. Le contact avec la nature aussi, on sait que c'est une prévention très efficace contre les troubles psychiques majeurs. Ça peut être aussi
réaliser ses désirs ou exprimer de nouvelles capacités, des choses qu'on n'a pas pu vivre auparavant et qu'on a en soi et qu'on aime faire et pour lesquelles on a des qualités. C'est aussi ça, prévenir des difficultés psychiques. C'est aussi être plus indulgent vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. Ça apporte automatiquement un mieux-être et ça prévient beaucoup de difficultés psychiques. Et je pense que dans cette épreuve de la maladie, c'est bien de réussir à atteindre cet état d'indulgence parce que sinon on est constamment en tension et on n'a pas besoin de ça. Et donc voilà, on va dire dans certains principes qui peuvent vous aider à limiter la souffrance psychique liée à l'épreuve de cette maladie. Mais bien sûr, on sait que la souffrance psychique, l'état psychique dans lequel on se trouve est aussi très dépendant de l'évolution de la maladie, de la fatigue, de la douleur, de la qualité de vie qu'on a pu maintenir ou pas, et que gérer les symptômes, c'est-à-dire ne pas négliger tout ce qui est autour, qui n'est pas forcément le fondement, l'essence de la maladie, mais tout ce qui est autour et qui peut amener votre confort et un confort et de la qualité de vie, il faut surtout pas le négliger, parce que plus votre qualité de vie sera impactée, plus psychiquement vous serez en difficulté. Donc voilà un petit peu pour les principes sur les ressources personnelles. Et puis, au niveau des aidants, on a commencé à en parler ensemble, Valentine. Bien sûr, l'aidant peut souffrir. Ce soutien à l'aidant, il est essentiel. L'aidant, il a besoin de temps pour lui. L'aidant, il a besoin d'avoir des espaces pour s'exprimer, des espaces pour souffler. C'est une épreuve difficile. D'ailleurs, beaucoup de couples ont du mal à vivre cette épreuve et parfois, ça a un coût important sur la relation, même si dans beaucoup de cas, ça l'enrichit, bien sûr, hein, mais c'est aussi source de difficultés. L'aidant, il peut lui aussi aller mal, il peut ressentir de l'impuissance, il peut bien sûr être angoissé, ressentir de la culpabilité, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais assez, être insatisfait, ressentir un manque de reconnaissance, même du malade d'ailleurs, hein, parce qu'on donne beaucoup et on n'a pas forcément le sentiment d'être reconnu. La fatigue, c'est aussi une réalité de l'aidant. L'isolement, parce qu'évidemment, quand on vit la maladie comme ça, on est un peu sur son radeau, on n'a plus tellement de vie sociale, l'aidant non plus. Hein. Donc, bien sûr, l'aidant peut souffrir, et je dirais que prévenir la souffrance de l'aidant ou accompagner la souffrance de l'aidant, c'est prévenir la souffrance du malade. Parce que chacun d'entre nous, quand nos proches vont mieux, on va mieux. Donc, de toute façon, c'est tout le monde qui doit être entendu et accompagné. Parce que voilà, l'état des uns influence l'état des autres, bien évidemment. Alors, je ne sais pas si tu vois, Valentine, peut-être des réflexions. Justement, par rapport à cette question sur les aidants et notamment sur les couples qui traversent cette épreuve, est-ce qu'on peut envisager aussi des thérapies de couple? Parce que le myélome peut, à un moment donné, s'installer entre les personnes et du coup engendrer des difficultés dans la relation, voire une rupture. Oui. Est-ce que ça, c'est envisageable? Alors, c'est tout à fait envisageable. D'ailleurs, je fais aussi ce travail-là hein, et j'ai beaucoup de collègues qui le proposent. Et souvent, je commence par un accompagnement individuel et la personne me demande si c'est possible de pouvoir travailler aussi voilà, à deux sur ces questions-là. Parce que bien sûr, il n'est pas question la plupart du temps de remettre en question les sentiments ou l'engagement. C'est pas la question. La question, elle n'est pas là. La question, c'est quelle capacité on a de s'adapter, de continuer à communiquer, à maintenir les liens, de réussir à garder une cohésion parce que c'est pas facile dans l'état d'angoisse dans lequel on peut se trouver les uns et les autres. Donc souvent, il y a la volonté de bien faire, la volonté que ça fonctionne, mais des difficultés. Et le fait d'en parler à quelqu'un, de poser les choses, et bien finalement, on arrive à comprendre un petit peu quelles sont les difficultés, où elles se cristallisent, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça crée de la distance ou de la tension, se rappeler qu'on s'aime et qu'on a envie que ça marche, c'est pour ça qu'on est là, mais essayer de comprendre pourquoi à certains moments, on n'y arrive pas. Et ça, en parlant ensemble, en présence d'un professionnel, on comprend énormément de choses et ça peut être très, très bénéfique. C'est en général ce que je constate pour les couples que j'ai accueillis. D'accord. Fabienne aussi souhaiterait savoir si, si l'état psychique peut avoir une influence sur la maladie. Et si oui, alors ça, c'est une question intéressante.
parce que moi, je passe mon temps à relativiser le facteur psychique dans l'apparition et l'évolution des maladies. Là, on est vraiment dans une surévaluation du facteur psychique dans l'apparition des cancers et dans les risques de rechute. Vraiment, vraiment. Je ne nie pas, en plus, ce serait mal placé, je ne nie pas la dimension psychologique et notamment le stress, la dimension du stress dans l'apparition de certaines pathologies et notamment des pathologies cancéreuses. Mais je peux vous assurer que la plupart des recherches très sérieuses qui ont été faites n'ont absolument pas mis en valeur de manière claire et scientifique ce lien entre l'état psychique on va dire fragilisé et le risque de rechute. Et même il y a même des enquêtes qui ont prouvé le contraire, c'est-à-dire que ils ont même parfois eu des résultats qu'ils n'attendaient pas du tout, où finalement des gens qu'on avait identifiés comme très fragiles avaient des survies beaucoup plus importantes. Donc là vraiment, je crois qu'il faut vraiment se déculpabiliser, se désangoisser, si j'ose dire, par rapport à ça. C'est pas parce que vous êtes déprimé, que vous êtes angoissé, que vous êtes triste que vous risquez de rechuter plus. Bien sûr, votre qualité de vie est impactée. On sait que les effets secondaires sont plus importants quand on va pas bien moralement. On sait que notre qualité de vie est moins qualitative quand on va pas bien moralement. Par contre, vraiment à relativiser. Il y a vraiment, c'est pas parce que vous allez mal, parce que de toute façon tous à un moment on va mal. C'est pas parce que vous allez mal moralement que vous compromettez vos chances de vous en sortir. Voilà, pas plus que quelqu'un qui irait peut-être un peu mieux, mais qui, comme je vous ai dit tout à l'heure, va pas très bien non plus. Faut être très honnête. En tout cas, pas tout le temps. Donc là-dessus, il faut relativiser. Bien sûr, on va pas l'annuler, mais très honnêtement, c'est plurifactoriel ces histoires-là. Il y a même beaucoup de choses qu'on ne sait pas et qu'on ne connaît pas. Mais c'est vrai que ce qu'on arrive à appréhender socialement, c'est la dimension du moral, du psychologique, du stress, etc. Mais vraiment, chaque chose à sa place. C'est un facteur parmi d'autres. Et c'est pas parce qu'on est angoissé ou déprimé qu'on va rechuter. Vraiment pas, quoi. On peut être très angoissé, très déprimé et aller très bien physiquement. Bon, il faut quand même être accompagné pour aller mieux psychiquement, bien sûr. Ok. Eh ben, tu as un petit remerciement de Fabienne qui te remercie de remettre à sa place la dictature du il faut avoir le moral. Oui, bien sûr. Franchement, c'est insupportable. Je l'entends tout le temps, y compris des professionnels de santé, y compris des médecins. C'est très culpabilisant, c'est très angoissant. Et ça sert à rien parce que de toute façon, le moral, ça se décrète pas. Donc voilà, non, c'est vrai que maintenant, il faut aussi, puisqu'on parlait d'indulgence tout à l'heure, comprendre que vos interlocuteurs, souvent ça part d'une bonne intention, qui savent pas trop comment se positionner et que voilà, ils pensent que ça va vous aider, vous stimuler, je sais pas. Donc souvent il y a une intention louable, mais qui se traduit par quelque chose qui non seulement est inutile, mais relativement néfaste psychologiquement justement. D'accord. Eh ben, écoute, c'est apparemment tout bon au niveau écoute, super. J'espère qu'il te reste suffisamment de temps. Je vais te laisser la parole. Je vous remercie en tout cas pour ces échanges et cette participation. Et Valentine, je te laisse la parole pour ce témoignage. D'accord, merci. Bonsoir à tous. Donc, j'ai apparemment quelques retours. Vous avez du mal à m'entendre. Donc, sachez que j'ai le visage collé à l'écran. Voilà, et je vais essayer de parler assez naturellement, mais du coup un peu plus fort pour que tout le monde puisse m'entendre. Moi, j'ai vécu, bon alors on va pas revenir sur le diagnostic, puisqu'on a déjà fait une conférence là-dessus au mois de février, mais moi j'ai vécu le diagnostic comme un soulagement, puisque j'ai été diagnostiquée très tardivement avec de nombreux dégâts osseux et vertébraux. Et puis une grosse fatigue, un état général bien altéré. Et puis aussi, depuis quelques mois, j'avais des syndromes dépressifs. Donc j'avais démarré un traitement d'antidépresseur et j'avais du coup démarré aussi une psychothérapie avec un psychiatre de ville, donc 8 mois avant le diagnostic. Le diagnostic, donc, pour moi, a été un vrai soulagement. La période de soins qui était très, très éprouvante, moi, je l'ai vécu un peu comme Rocky Balboa, c'est-à-dire que je me suis concentrée sur un seul objectif, c'était de guérir, d'aller au bout du parcours de soins.
Je savais que j'étais entourée d'une équipe de coachs, ma famille, mes amis et les professionnels de santé, l'équipe de professionnels qui me suivaient en hématologie, voilà, qui étaient tous là derrière moi. Voilà, moi, je faisais 50% du boulot et mon hémato faisait les autres 50%. Et j'ai eu, enfin, après coup, j'ai eu l'impression, pendant le parcours de soins, paradoxalement, de vivre dans une bulle où je n'avais plus qu'à m'occuper de moi, où on ne pouvait plus me solliciter pour de l'aide et autres, sachant que je suis travailleur social. Donc voilà, j'ai fait un métier qui est dans la relation d'aide. Et voilà, j'ai pu à un moment donné me recentrer sur moi-même et lâcher prise par rapport aux difficultés que je vivais personnellement. Là, je suis en traitement d'entretien donc, pendant 2 ans. Donc, là, j'aurais terminé au mois d'octobre et donc depuis le 6 janvier, donc début 2019, mon arrêt maladie a pris fin. La maladie est toujours présente, même si elle est minime et que les examens mensuels me disent que ça descend. Donc, tant que ça descend et que ça ne monte pas, tant mieux. J'ai repris mon poids initial, j'ai repris la forme, mais paradoxalement, eh bien, je suis bien déprimée. Voilà. Alors, pas une grosse, je pense que c'est une petite déprime, mais je la mets sur le fait que j'ai changé de statut social. Alors, avant, j'étais en arrêt maladie. Bon, j'ai une reconnaissance travailleur handicapé, je pense que c'est important de le faire valoir. J'étais en arrêt maladie jusqu'au 6 janvier et là, je me retrouve à m'inscrire à Pôle emploi puisque j'ai perdu mon emploi pendant la maladie, puisque j'étais en CDD de 6 mois. Je faisais satisfaction, mais malheureusement, je ne peux pas retourner là-bas puisque au niveau des conditions de travail, mon système immunitaire serait fragilisé puisque je travaille auprès de populations à risque. Donc, je me retrouve un peu devant une page blanche, ce qui est très positif parce que de changer de vie, ça peut, enfin voilà, je pense à plein de perspectives. Je suis sur un projet dans l'entrepreneuriat social. Je recherche quand même des postes à côté qui seraient susceptibles de m'intéresser pour retourner dans le salariat. Je suis très investie auprès de la F3M. Pendant mon arrêt maladie, j'ai fait un bilan de compétences. Et là, depuis janvier, alors c'est assez longtemps, mais une impression de vide où on se dit, aïe, ça y est, là, la société, ou en tout cas ton statut social, tu es demandeur d'emploi, tu n'es plus en arrêt maladie, donc tu vas devoir reprendre une vie normale. Mais comment reprendre une vie normale quand on a subi les dommages d'un parcours de soins qui sont physiquement très éprouvants et que je ressens encore aujourd'hui, c'est pas forcément évident. Les aidants aussi, les amis, la famille sont moins présents qu'avant. Donc, on se sent moins choyé, on a presque l'impression même de se sentir moins aimé, ou alors qu'on ne veut plus entendre parler de notre maladie, alors que nous, on la porte encore et qu'on en subit encore au quotidien les conséquences. Alors, je sais que c'est passager. Je pense que, comme tout changement, il y a un moment de crise, ou en tout cas des doutes, d'angoisse qui peut survenir. Je mets ça aussi sur le compte que le printemps, la fin de l'hiver et le début du printemps, c'est pas forcément des périodes évidentes, surtout pour nous les malades. Hein. On a besoin de soleil, on a besoin de ressortir. Voilà. Et donc, j'essaie de prendre du recul par rapport, et en tout cas de m'écouter. Voilà. Ce que je peux conseiller, c'est de s'écouter, c'est de se dire, oula, là, ça va pas, les angoisses reviennent, tu sais pas où tu vas aller, mais je pense que, voilà, c'est passager. Alors, moi, j'ai décidé d'être dans le faire. Alors, je gamberge beaucoup, mais voilà, je fais du sport, je fais du pilates, je fais de la gym douce, je fais du bénévolat pour la F3M qui, égoïstement, moi, m'apporte énormément de bien de pouvoir échanger avec mes pairs, parce que je pense que ensemble, on se reconnaît les uns et les autres dans ce qu'on vit. Je suis sur mon projet d'entrepreneuriat social, même si le moral fait en ce moment quand je suis empreinte par le doute. Mais voilà, faire à manger, recevoir des amis, sortir, aller en forêt, faire des grandes balades, s'oxygéner, pour en tout cas maintenir une dynamique dans laquelle je suis et que je veux maintenir et que je veux développer. Voilà, donc j'ai une pensée pour tous les malades qui
qui traversent des périodes difficiles. Il ne faut pas se mettre de gros défis, il ne faut pas se faire plus de mal que, voilà, que la maladie nous en fait et qui nous en fait aussi au niveau du moral. Il faut, voilà, quand on a besoin de se reposer et puis maintenir un lien social et avancer pas à pas et être patient comme on a pu l'être pendant la période de soins qui a été très compliquée. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de la question. Vous m'entendez? Ah, je n'entends plus personne. Soulignés et qui sont liés à la qualité du débit, etc. Mais je pense que l'essentiel de ton propos, Valentine, et je tiens vraiment à t'en remercier au nom de tout le monde, a été perçu, reçu bien au-delà des mots. Et c'est ça qui est extrêmement important et qui nous relie tous autour de cette webconférence. Il est temps maintenant de conclure en remerciant chaleureusement une fois de plus tant Karen que Valentine d'avoir été avec nous. Alors, comme en guise de conclusion, eh bien, je voudrais simplement vous rappeler différents rendez-vous. Et au vu de tout ce qui s'est dit ce soir, je voudrais vous indiquer que le MOOC, la 4e session du MOOC sur le myélome va débuter bientôt, du vendredi 3 mai au dimanche 30 juin. Elle concerne bien sûr ceux qui d'entre vous n'ont pas eu l'occasion de vivre cette expérience, car ceux qui la suivent vivent vraiment ces sessions du MOOC comme des expériences humaines, des expériences de partage. Et je vais reprendre vraiment quelques-uns des éléments qui, du point de vue des enquêtes que nous avons faites, vont dans ce sens-là. Et je prends quelques propos: se sentir moins seul, se changer les idées, et oui, prendre de la distance, ça c'est quelque chose qui, tant dans les propos de Karen que ceux de Valentine, eh bien, sont très importants. Rencontrer des gens bienveillants. Et ça, c'est aussi parmi les valeurs que vous trouverez dans le MOOC à travers les échanges qui ne sont pas obligatoires. Vous pourrez tout simplement consulter à votre rythme des informations, des connaissances, échanger, être soutenu par des tuteurs qui sont aussi des bénévoles, comme Valentine. Et ces tuteurs sont eux-mêmes soutenus par des personnes comme Karen, qui sera très proche et qui sera susceptible également d'intervenir si vous en sentez effectivement le besoin pour vous-même et puis également pour vos proches. Voilà, donc rencontrer des gens bienveillants, les tuteurs de la F3N sont des gens bienveillants et vous pourrez dialoguer et puis aussi vous faire des amis, parce que des amitiés naissent également à l'occasion du MOOC. Et enfin, eh bien, 4 webconférences auront lieu lors de ce MOOC, des webconférences qui toucheront des sujets qui n'ont pas forcément été abordés ce soir. Ils étaient nombreux. Certains nous ont parlé également de questions sur les traitements. Je sais qu'il y a, nous savons au sein de la F3M qu'il y a beaucoup de questions sur les traitements, et en particulier des nouveaux traitements. Vous pourrez les aborder, vous pourrez poser vos questions et vous pourrez également les poser auprès de professionnels de santé, notamment d'hématologues. Voilà, nous avons eh bien deux minutes qui sont 2 minutes que vous pouvez consacrer eh bien déjà à commencer des échanges entre vous. Je vois que les merci sont nombreux. Je vais laisser le mot de la fin à la fois à Karen et puis à Valentine. Je commence, Valentine. Bah, écoutez, puisque j'ai une petite minute, je vois défiler les messages chaleureux et de remerciements et tout ça. Donc, ça me va droit au cœur et je suis très contente si je peux contribuer à justement limiter cette souffrance psychique et le sentiment d'isolement.
Effectivement, dans le cadre du MOOC, je suis toujours un peu quelque part comme une ressource, donc n'hésitez pas. Et puis, je vous dis peut-être ou certainement à une prochaine fois pour un nouvel échange. Même si, bon, échange, c'est pas tout à fait le mot adapté, mais en tout cas un partage une prochaine fois avec plaisir. Bonsoir à tous. Bah, moi, simplement, voilà, remercier les participants et puis et remercier la F3M aussi, qui est une très très belle association, comme j'ose dire, de papy boomers, parce que je suis quand même, je fais partie des malades qui sont très très jeunes et que c'est toujours un plaisir de les retrouver sur Paris et c'est des papy boomers et qui sont plein d'énergie, qui sont branchés aux nouvelles technologies qui nous permettent du coup de faire ces webconférences et ça me soigne aussi. Voilà. Donc merci à la F3M et n'hésitez pas à nous rejoindre dans le cadre du bénévolat, autant patients que aidants. On a aussi besoin des aidants. Voilà. Bonsoir à tous et merci beaucoup. Bonsoir à tous, prenez soin de vous et bonne soirée. Au revoir. Au revoir.